Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Ivoire TV.net, nous vous souhaitons une fois de plus une chaleureuse bienvenue à Un livre ça se lit, notre émission littéraire. Ce jour, nous recevons un jeune auteur du nom de Moussa Sanogo. Il est l'auteur de Terre brûlée, une œuvre théâtrale de 106 pages éditée chez les éditions Balafon. Moussa Sanogo est né à Daloa, de parents originaires de Fonikaha, dans le département de Ferkessédougou, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Il est diplômé de l'école normale supérieure d'Abidjan et de l'école française des attachés de presse. Il est professeur de lettres modernes au lycée moderne d'Alépé et pigiste au groupe de presse L'Initié. Il est par ailleurs le rédacteur en chef de la presse libre des unitaires musulmans. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Alors donc vous êtes avec nous pour parler de votre œuvre. C'est, semble-t-il, votre première production littéraire. En effet, c'est ma première œuvre. La première œuvre. Terre brûlée, un titre assez évocateur. Vraiment. Donc comme on le voit, c'est Terre brûlée. C'est un groupe nominal qui composé d'un nom et d'un adjectif qualificatif, donc qui en a terre d'une part et brûlé d'autre part, voilà, qui montre la terre, qui pourrait dire pays, un pays brûlé, pays saturé, pays en déliquescence, et tout. Donc c'est pour planter le décor du contenu de la trame que nous avons jugé et de baptiser l'œuvre de ce nom. Très bien. Il n'y a pas longtemps, nous recevions l'auteur d'une autre œuvre, L'île dévorée. Il se nomme Hilaire Kobena. Hilaire Kobena, un de vos amis. Est-ce que son titre, par ailleurs, vous a un peu inspiré aussi le vôtre? Je ne dirais pas comme ça, parce qu'il faut dire que j'ai fini le manuscrit de mon œuvre avant de découvrir son œuvre. Mais il faut remarquer dans son œuvre aussi le titre, un titre très évocateur. Oui, c'est ça. Il faut connaître, qu'il faut lire à deux niveaux, l'île dévorée, du point de vue physique et du point de vue métaphysique aussi. Oui, exact. Voilà, donc, exact. Il a eu à s'exprimer là-dessus. J'ai beaucoup apprécié son titre. Très bien. Alors le choix du genre, le genre littéraire que vous avez adopté pour un jeune auteur, pour sa première production littéraire, ce n'est pas si évident et pourtant vous avez pris le risque. En effet, j'ai coutume de dire que l'inspiration littéraire vient à l'auteur sous une forme. Et l'inspiration de mon œuvre m'est venue tout simplement, tout naturellement, sous la forme d'une tragédie. Parce qu'il était question, bien évidemment, de décrire une tragédie qu'un pays avait vécue. Donc, je pense que le choix du genre de la tragédie n'est pas pour moi un défi particulier, n'est pas pour moi une volonté de montrer une certaine prouesse, mais c'est tout naturel. Je pense que j'ai affronté le genre comme ça. Je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais j'ai osé. Nous allons y revenir tout à l'heure. Alors, quel est le thème central? Parce que vous y êtes plus ou moins entré déjà. Alors, allons-y. Le thème central de votre œuvre. Le thème central, c'est l'unité nationale dans les pays africains. L'unité nationale. La problématique de l'unité nationale dans les pays africains. Très bien. Alors, vos personnages, il y a Fandarami Diari. Fandamari Diari. Fandamari Diari, j'ai mal prononcé. Il y a le général Dodogbo Zorobadi. Zorobadi. Et puis l'ambassadeur, pour n'en citer que cela. Essayez de nous donner à quelques traits le portrait de chacun d'eux, commençant par Fandamari. Fandamari Diari, c'est le commandant des envahisseurs, comme il est nommé au début de l'œuvre. Tout à fait. Et il s'empare du pouvoir, il s'empare du palais des Lagunes, qui est le siège même du pouvoir de la Burundy. Et donc, il fait son ascension dans la haute sphère de l'État. Et en face, il y a Dodogbo Zorobadi, le président de CHU, un général anciennement officier exemplaire, qui est en train de vivre une chute. Voilà. Donc, Fandamari Diari, c'est le président nationaliste, patriote, mais opportuniste sur le moment, parce que son objectif sur le moment, c'est de s'accaparer de tous les leviers du pouvoir. En face, il a Dodogbo Zorobadi, qui le met en face d'une certaine traîtrise qu'il a eu à opérer contre la Burundy. Donc pour lui, il n'a aucun scrupule, il veut prendre le pouvoir. Donc c'est le président nationaliste mais opportuniste. En face, on a Dodogbo Zorobadi, qui est le président de CHU, un patriote consommé, un grand patriote, mais qui, de l'autre, le revers de la médaille, c'est que Zorobadi, il a connu beaucoup d'impairs, il a commis beaucoup d'impairs qui font que
son patriotisme peut être vu aussi comme aussi de l'opportunisme, tout comme on a accusé Fanda Marie Diallo. Très bien. Et il y a l'ambassadeur qui est la voix extérieure. Voilà, c'est un peu le conseiller insidieux qui se mêle aux politiques nationales et sans toutefois apporter quelque chose de bon. Celui qui cherche son intérêt, c'est un peu la voix de l'Occident, c'est la voix de l'impérialisme. Voilà. Donc c'est un peu la caricature de ces personnages. Très bien. Alors à la page 34 et 35, vous placez Zorobadi originaire, vous le décrivez comme quelqu'un ayant grandi à l'ombre des fromagers, et de Fanda Marie, quelqu'un venant du Sahel. Alors, le cadre, c'est le pays s'appelle la Burénie, ça ressemble à quelque chose qu'on connaît bien. Alors, dites-nous un mot sur cela, le cadre dans lequel vous placez vos personnages. C'est un jeu antithétique, c'est la dialectique de l'espace que nous avons voulu exprimer ici, à travers deux espaces contours en Afrique. Comme je l'ai dit, c'est la satire de l'unité nationale en Afrique. On a deux personnages, deux hauts personnages de la République, l'un venant d'une région forestière et l'autre venant d'une région sahélienne, une région de savane. Très bien. Voilà, donc c'est un peu la caricature de cette opposition entre nord-sud, entre musulmans chrétiens, qu'on essaie toujours de ressasser dans nos pays et qui n'a pas lieu d'être. Nous allons nous rendre à la page 39 et là vous allez nous lire un descriptif de un bref portrait de Zorobadi. À la page 39, des voix dans la foule. Oui, des voix dans la foule. Oui. Où était en ce temps la burénité? Où était à cette époque votre nationalisme de patriotisme fasciste et sectaire? Où étaient vos foutaises en ces temps de braise et d'hypothèses? Très bien. Alors, Zorobadi serait un nationaliste, patriotiste, fasciste, sectaire. Mais ça, c'est un monstre. Effectivement, bon, faut le voir, il est ainsi sous le prisme du regard de ceux qui parlent, des voix dans la foule. Il y a toujours dans le bas peuple une caricature des hommes au pouvoir. Et il y a ce manichéisme-là ambiant qui caractérise le regard politique de l'Africain. Lorsqu'on n'est pas du même bord que quelqu'un, on le taxe du mauvais, c'est le diable tout fait. Donc c'est cette manière de voir que nous avons essayé de mais il n'y a pas pire diable que celui-là. Allons-y à la page 50. À la page 50. Là, c'est Fanda Marie, cette fois, qui va le taxer de tous ces noms d'oiseaux. Alors, il le traite de démocrate, mais en réalité kleptocrate, pyrocrate, spécialiste de démocratie subrelie, intellectuel, anarchiste, socialiste, polygyne, drôle de république à la dame d'honneur multiple. Voilà, donc ça c'est encore Zorobadi. Oui, mais derrière, c'est vrai que ce sont des sobriquets, on accable Zorobadi ici, mais derrière cette manière de l'accabler, se dessine en fond de toile l'image de quelqu'un d'intègre, d'original, qui ne rentre pas dans le moule du cliché international qu'on veut donner à nos leaders. Et il va même l'assumer dans la tirade. Exact. Il va l'assumer. Pour planter le décor, c'est cette manière de s'assumer là que nous avons introduit par cette suite d'injures dont il est victime de la part de son adversaire. Très bien. On lui reproche aussi de trop aimer les femmes. Et il dit, je plaide coupable. Et il dit qu'il plaide coupable. Il aime les femmes. Alors, il dit qu'il aime les femmes. Alors, quelque part, il dit, mais les femmes. Alors, il dit qu'il aime les femmes, comment résister? Il donne, c'est un peu l'éloge de la beauté africaine. C'est pour assumer un peu cette polygynie qu'on a tendance à taxer, à indexer. Pourtant, c'est quelque chose qui rentre dans la coutume africaine. Et même dans certaines religions pratiquées en Afrique. Voilà, par rapport à d'autres régimes matrimoniaux qui ne sont pas très catholiques en la matière. Donc, je pense qu'on ne peut pas promouvoir le mariage pour tous et puis condamner d'un côté ceux qui veulent vivre avec plusieurs partenaires. Voilà, donc c'est un peu cette défense de ce régime matrimonial-là que nous avons voulu mettre en évidence. D'accord. Seulement, ce qu'on a noté, c'est cette façon condescendante de parler à Zorobadi, mais de parler de lui. On a l'impression qu'on l'infantilise un peu. Même quand on lui reproche les choses les plus graves, sa ligne de défense n'est pas assez corsée.
c'est peut-être là aussi la responsabilité de l'auteur. De l'auteur, oui. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que nous sommes en pleine peinture d'un personnage en déclin. Donc il fallait matérialiser ce déclin-là. Sa défense devait être faible. Ah bon. Sa défense devait C'est être fait faible. à dessein. Oui, ça fait à dessein. C'est la tragédie. C'est lui qui va dévier à trépas. Donc sa défense devait être faible. Et c'est en fond de toile que le lecteur voit la force du personnage. Voilà, donc c'est fait à dessein. Très bien. Maintenant, on va revenir un peu sur Fondamari Diarry. Bon, apparemment, Diarry, c'est pas loin de Djara. Djara qui veut dire en malinké lion. Donc quelqu'un qui a une force de lion. Mais s'il a une force de lion, pourquoi est-il à la tête d'une armée d'envahisseurs? Et comme vous l'appelez, cette armée à la page 16 de votre ouvrage, si j'ai bien noté, envahisseurs, voilà, une armée bigarrée, étoffée de venus de loin, alliée d'un jour, alliée d'une cause. Effectivement, c'est tout le contraste du personnage de Fondamari Diarry. En même temps qu'il est patriote, nationaliste, il a subi même des impairs, il a subi des frustrations, mais il revient prendre le pouvoir qu'il a tant convoité avec des alliés. Des alliés qui ne sont pas les nationaux du pays en question. Voilà. Et il s'étargue d'être panafricaniste parce qu'il a joint à sa cause tout à fait. des Palois. C'est pour faire ressortir cette problématique panafricaniste, pour voir un peu la dichotomie dans laquelle nous sommes très souvent. En même temps qu'on appelle au panafricanisme, en même temps qu'on veut que les Africains soient un, soient unis, et en même temps, on ne veut pas que certains Africains se mêlent de la vie politique de d'autres pays africains. Donc, c'est ce contraste-là que Fondamari assume ici. Il dit que j'ai fait venir mes alliés, c'est vrai, ils ne sont pas les nationaux, mais ils m'aident à prendre le pouvoir, c'est ma force démocratique. Voilà. Même si je reconnais que ce n'est pas les nationaux. Très bien. C'est que Zorobadi va qualifier de tricherie. Exact. Voilà. Alors là, cette page-là, nous avons vu le mot cause, c'est-à-dire que tous ces alliés venus du Sahel et au-delà auraient la même cause à défendre. Bon, à la page 39, entre autres, nous voyons plutôt à la page 38, on voit là, est-ce que je suis à la bonne page? Non, plutôt à la page 60. Non, c'est plutôt 39, oui. Nous y sommes. On parle de la page 38 où ces gens disent qu'ils ont aidé à construire la Burénie. Donc, quelque part, ils se croient en droit de réclamer leur part du fruit du sacrifice qu'ils ont consenti. Effectivement, nous avons fait intervenir ici ce qu'on appelait le présumé allogène et le présumé autochtone. Voilà, l'allogène qui dit que c'est vrai, je ne suis peut-être pas chez moi, mais j'ai contribué à l'édification de ce pays et il fallait s'attendre qu'un jour je puisse réclamer ma voix au chapitre de la vie politique de ce pays-là. Et de l'autre côté, on a le présumé autochtone qui dit que non, qui semble dire que non, tu n'es pas d'ici et tu ne dois pas te mêler de la vie politique du pays. Voilà, donc c'est un peu cette antinomie-là que nous avons essayé de représenter dans ce dialogue. D'accord. Seulement ça pose un problème. Lorsqu'on est immigrant, même si on a contribué à développer, mais on était venu chercher sa pitance quotidienne. Effectivement. De là à réclamer effectivement des droits sur la terre. Effectivement, c'est un peu cela, parce que on dirait que quel serait le droit maintenant des originaires même finalement, ici. Mais de l'autre côté, ça pose un autre problème, parce que lorsque on fait venir une population de pays étrangers et qui vient peupler un pays, à la longue, je pense que les enfants qui vont naître, la progéniture de ces gens-là, n'ont pas tendance à avoir des repères dans les pays d'origine. Et un jour ou l'autre, ils vont vouloir manifester leur talent, leur désir de gouverner dans le pays qui les accueille. Et Frédéric Gramel, le biographe de Fouet-Boigny, qui disait qu'on est étranger au départ, mais un jour vient où on cesse d'être étranger. On est étranger que lorsqu'on vient d'arriver, mais lorsque sur des générations et des générations, on se sent des racines sur la terre qui nous accueille. Je pense qu'il faut trouver le mode d'emploi, le juste milieu, la formule, pour intégrer ces personnes-là sans trop de friction. Très bien. Très bien. Et vous avez su le faire. Une des choses qu'on reproche à Zorobadi, parce que finalement, il va être déchu de son pouvoir, et il y a même des voix extérieures, celles que vous prêtez à un ambassadeur présumé,
À la page 73 notamment, lui-même reconnaît, à la page 73, oui. Il reconnaît que c'est vrai, je me suis rebellé, j'ai refusé de verser la dîme, j'ai refusé de sacrifier à la sordide tradition, j'ai refusé de payer le loyer du palais. Effectivement. Voilà. C'est ce qu'on lui reproche notamment. Et ça suffit pour dégommer quelqu'un de pouvoir? Voilà, ça semble ne pas suffire, mais dans une certaine logique machiavélique, je pense que ça suffit à ceux qui tirent les ficelles de derrière les maires voilà, pour déboulonner un président, malheureusement. Voilà. Ils ont leur logique à eux. Ils ont leur logique à eux qui n'est pas celle au fond de l'œuvre. C'est de dire que nos antagonistes intérieurs ouvrent souvent les arbres le mur, de sorte que des oiseaux de mauvais augure peuvent venir manipuler nos intérêts nationaux. C'est un peu la source même de mon inspiration. Très bien. Vous faites aussi allusion au guébier, au sans-vie. Oui, au sans-vie. Voilà. Alors, on a envie de vous demander, ne craignez-vous pas d'exacerber les vieilles querelles, les vieux démons? Ne savez-vous pas de les réveiller? Effectivement, il y a un risque à retourner le couteau dans la plaie, mais comme je l'ai dit toujours, si on lit bien Terre brûlée, il y a un souci historique, il y a un souci de retracer certains grands moments de l'histoire. C'est vrai, avec les anagrammes, on essaie de ne pas nommer un pays, mais il va sans dire que on fait référence à un pays bien connu. Tout à fait. Donc, il y a, puisque c'est au sorti de la crise post-électorale que nous avons eu l'idée de mettre sur papier cette œuvre, voilà, il y a eu le besoin à nous de faire ressortir certains passés collectifs que nos compatriotes ont eu à vivre pour que en principe ces calamités du passé, le Saint-Louis, le Guébier devaient servir à colmater les brèches, pour ne pas que le futur on puisse retomber dans ces mêmes brèches. Mais si ça arrive, on sait qu'on n'a pas suffisamment tiré les leçons de ces désastres nationaux qu'on a dû connaître. Très bien. Voilà pourquoi je ressasse le Saint-Louis, le Guébier. En effet. Les traits de Samori, pour montrer qu'on aurait dû tirer les leçons de ces épisodes sombres de notre histoire nationale. Très bien. Alors donc, l'Occident joue sa part activement et de la façon la plus sordide. Et on remarque que cet ambassadeur, il explique que si ces pays-là veulent sortir, notamment si ils veulent émerger, tiens, il faut parler d'émergence, c'est le prix à payer. Il faut se soumettre. Effectivement, il semble dire, mais il faut dire qu'il y a un dialogue, il y a comme un dialogue dessous entre l'ambassadeur et les deux protagonistes burundiens, Zorobadi et Fondamari. Il est dans sa logique et les deux protagonistes sont dans la leur. Parce que il semble dire que effectivement c'est nous qui avons sculpté ce pays, vous êtes un peu nos représentants dans ce pays pour pérenniser nos avantages. Mais il y a un sursaut quand même de patriotisme dans chacun des deux personnages. Mais malheureusement, de part et d'autre, ces personnages se sont compromis, de sorte qu'ils n'ont pas la voix nécessaire, ils n'ont pas la arme nécessaire pour lui crier cela à la face. Voilà, donc c'est un peu ce constat désolant de la compromission dans laquelle se laissent emporter nos hommes politiques. Très bien. Voilà, et je pense qu'il faut rester intègre pour pouvoir revendiquer quelque chose. Très bien. Voilà. Et d'ailleurs, dans le deuxième acte, si nous ne nous trompons pas, après que Fondamari ait eu le pouvoir, comme sur un plateau d'argent, vous le dites, un trône doré, il a semblé tout de suite émettre quelques réflexions, un peu d'idéologie dans l'intérêt du pays. Voilà. Mais tout de suite, on l'interpelle. Tout de suite, on le ramène au contrat, aux signatures, puis on value cette victoire. Voilà, donc c'est cela, ça vous dit qu'en fond de toi, il y a toujours... Personne n'aime voir quelqu'un marcher sur son pays. Voilà, personne n'aime voir quelqu'un marcher. Mais pour des réalités pragmatiques, souvent, pour la réelle politique, on veut souvent, on fait abstraction de certaines réalités. Et dès que Fondamari monte sur le trône, il y a son courtisan, le courtisan qui chante avec lui pour dire que les oiseaux de mauvais augure, vous n'aurez plus droit, voilà, les diplomates affairés, vous n'aurez rien, vous n'aurez aucun rayon de soleil, de mon soleil. Voilà. Mais l'ambassadeur, là c'est la voix de l'ambassadeur d'abord qui se fait entendre. Il faut lui rappeler les contrats qu'il a dû signer. Voilà. Et on dit l'encre de la signature qui t'a valu cette victoire n'ont pas encore séché de tes mains que tu adoptes un autre discours. Donc c'est pour dire que c'est pour stigmatiser la compromission dans laquelle nous sommes politiques chez nous. Très bien.
Alors Fondamari est au pouvoir et évidemment pour manifester cette joie, il y a des danses folkloriques. Moussa Sanogo, on vous surprend en train de nommer certaines de ces danses. Oui. À la page 92, Oui. il y a le Capertien, Capertien, oui. oui, il y a le Djeglé, Djeglé. et puis il y a le Goumbé. Goumbé. Tous originaires d'une région du pays que nous ne voudrons pas nommer. Alors, ce président est-il président de tout le territoire de Buri? Effectivement. Ou seulement pour cela? Effectivement. C'est un peu gênant quand même. Oui, effectivement, c'est pour stigmatiser ce pouvoir hémisphérique, oui, qu'on assiste souvent, auquel on assiste souvent dans nos pays. N'est-ce pas? Pendant qu'un individu accède au pouvoir, il y a toute une moitié du pays qui se sent accablé, tandis qu'une autre moitié est heureuse. C'est pour montrer ce clair-obscur-là. Ça ne devrait pas être ainsi. Si vraiment démocratie il y a, ça doit être un triomphe national. Exact. Ça peut stigmatiser. Je vous félicite d'avoir vu cela. Oui, non, rien ne m'échappe, mon cher Moussa. Parce que c'est un peu cela en fait que nous avons voulu montrer. C'est pas normal. Oui, évidemment. Que ce soit seulement une partie du pays. Oui, quand même. Quand même. Alors, ce dont nous allons parler maintenant, c'est de la pure littérature. Hein, on va abandonner tous ces thèmes-là. Mais alors, ce qui impressionne, ce qui nous a impressionné, c'est le style de l'auteur. Vous avez fait ce qu'on appelle, et là nous découvrons, de la poésie dramatique. Donc vous faites une œuvre dramaturgique, donc une pièce de théâtre, mais en réalité, votre âme de poète se révèle au grand public. Comment avez-vous réussi à concilier ces deux styles, ces deux, j'allais dire, genres littéraires? Effectivement, comme on a coutume à le dire, il n'y a plus de douaniers aux frontières d'ailleurs littéraires, donc les gens s'entremêlent, se mélangent. Voilà, donc, comme je l'ai dit, j'ai opté pour la tragédie et il se trouve que dans la tragédie, il y a ce côté macabre, il y a ce côté de mort, de destin inéluctable. Voilà, donc j'ai voulu assaisonner tout cela par la beauté poétique. Il ne faut pas que l'œuvre soit macabre de bout en bout. Voilà, donc c'est tout naturellement que j'en suis venu à la poésie dans l'écriture de cette pièce théâtrale. Donc c'est tout naturellement. Tout naturellement. À la page 81, s'il vous plaît, à la page 81, oui, vous allez lire. Et là, c'est Zorobadi en pleurs, mais le texte est très beau. Il est très beau. On va vous donner l'occasion de le lire. Zorobadi en pleurs. J'ai lu entre les lignes. J'ai dit mon chant du cygne pour avoir décelé trop de signes et j'en mourrai peut-être plus digne. C'est beau ça. Il y a la rime, oui, il y a de belles rimes et puis c'est comme un escalier. Un escalier comme Combina. Oui, Combina là. C'est vraiment très touchant. Ça montre que ça chute, il descend de l'escalier. Oui. Voilà, c'est un peu ce que nous avons essayé de montrer. Très bien. Voilà. Il y a le chant du cygne aussi, parce que le chant du cygne, la dernière œuvre d'un esthète, c'est ce que généralement on appelle le chant du cygne. Alors, je pense que, on va dire en tombant, il dit que j'ai légué un héritage. Regardez derrière moi, il y a un héritage. C'est un peu ce sur quoi je voudrais que le lectorat s'apaisantisse. D'accord. C'est le chant du cygne. Très bien. Alors finalement, ce Zorobadi, ce qu'on a apprécié chez lui, c'est qu'il a une tête bien faite. Hein. Vous lui avez prêté une déclaration d'amour à la poésie, parce que c'est quelqu'un qui aime aussi des belles lettres et qui nous a entraînés dans une très belle définition de la poésie. À la page 64, la poésie, mon cher Fondamari, ne se limite pas à cette versification disciplinée et inclinée où le verbe étouffe dans le moule des formes fixes et des paroles chatoyantes, où le vers est tronqué, où la vérité est tronquée contre le vernis régulier des apparentes enjolivées qui flattent l'ego et qui endorment le cerveau. Il n'y a pas de point, hein? Il faut avoir du souffle pour lire cette phrase. La poésie n'est plus cette construction de strophes sans apostrophe, sans aucun amarrage avec le réel et sous les bananiers banalisés des Memni, salmodie des sommets, des sonnets célébrant le ciel vermeil des Versailles, etc. etc. C'est très beau comme texte, merci, nous avons apprécié. Merci beaucoup. Alors, ça nous ramène à un petit débat que nous avons déjà vu ici. La poésie sans les vers, la poésie sans les rimes. Pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est encore de la poésie?
faut dire que chaque civilisation, chaque coutume, chaque culture a sa poésie. Oui. Voilà, la poésie se définit comme une manière belle de dire les choses, une manière belle de s'exprimer. Tout à fait. Donc souvent, la poésie d'un certain classicisme français a voulu qu'on respecte les césures, les mesures et tout, les rimes. Mais l'Africain a sa poésie à lui. Lorsque nous retournons dans nos coutumes, lorsqu'on voit la griotique, lorsqu'on voit la parole des héros, des griots, il y a une certaine... même dans la syntaxe, on peut créer de la poésie. Le fait de dévoyer certains propos, le fait de lier certains genres ou bien certains référents qui sont surprenants, je pense qu'on peut créer la poésie. Donc, ce n'est pas forcément la poésie des formes fixes qui devrait être... la norme, qui devrait être la norme. D'accord, et c'est ce que nous avons découvert. En tout cas, vous l'avez bien réussi, vous êtes professeur de lettres, donc votre métier consiste aussi à apprendre toutes ces techniques d'écriture à vos élèves. Mais ce n'est pas parce qu'on est enseignant, professeur de lettres, qu'on réussit forcément à faire de très belles œuvres littéraires. Nous avons pu le noter en lisant certains ouvrages de vos collègues. Alors donc, nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Alors, si vous avez un dernier mot à dire sur votre œuvre, comment se comporte-t-elle? Comment vos amis, ceux qui ont lu l'œuvre, comment réagissent-ils? Effectivement, je pense que je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'avez donnée de faire une incursion dans l'œuvre. Voilà. La réaction vis-à-vis de l'œuvre, je pense que la thématique, le premier constat que j'ai eu à faire, c'est que la thématique brûlante de l'œuvre a failli inhiber, a failli tuer la portée littéraire de l'œuvre. Voilà, puisqu'on a des positions tranchées sur la vie politique. Je pense que selon que l'on se trouve de l'autre bord ou de l'un des bords, on est guidé, on se sent frustré souvent par ces mêmes propos dans l'œuvre. Tout à fait. Ça a été le premier obstacle à la communication que l'œuvre a envisagé. Mais je pense qu'à la longue, après un recul, je pense que ceux qui ont lu, ceux qui ont décidé de faire le bon nécessaire pour tomber dans l'œuvre littéraire même, ont pu voir les nuances qu'il fallait faire, on pu voir aussi l'expression littéraire de l'artiste qui a voulu s'exprimer tout simplement. Tout simplement, c'est ça. En tout cas, nous l'avons apprécié. Nous, au moins, nous l'avons lu avec un regard neutre. En tout cas, nous sommes français. Voilà, parce que ce qu'il faut rechercher, c'est les lettres. Voilà. L'auteur, les idées appartiennent aux auteurs et il en assume l'entière responsabilité. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, ça a été un véritable plaisir de recevoir aujourd'hui Moussa Sanogo, ce jeune auteur qui nous a gratifié d'une très belle œuvre, une poésie dramatique comme il appelle lui-même. Et sous le prétexte de destin tragique de son anti-héros, le général Dodobo Zorobadi, je vais y arriver, elle nous plonge dans les atternements de l'une de ces républiques africaines où les questions d'identité, de souveraineté, des litiges fonciers sont brûlantes. En mettant en nu les contradictions internes qui menacent l'unité de la Burénie, à ne pas confondre avec les Burmis, cette trame se veut avant tout un exorcisme préliminaire sur le long chemin de la réconciliation nationale. En tout cas, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, Moussa Sanogo a dévoilé là ses intentions, contribuer un tant soit peu à la réconciliation nationale dans notre pays, un pays qui sort de l'ennui, un pays qui sort d'une crise qui a fait beaucoup de mal. En tout cas, nous avons eu beaucoup de plaisir, au risque de nous répéter, et nous allons lui dire au revoir et souhaiter que nous puissions nous retrouver une très prochaine fois. Merci. Au revoir. Merci bien. Au revoir.